Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Les manifestations meurtrières du mois de juin 2023, au terme desquelles le Sénégal a enregistré 16 morts, et les critiques visant le gouvernement. Le Premier ministre reste sur sa ligne malgré la controverse. Pour lui, toutes les règles de procédure ont été suivies. C'est la plus grande plateforme commerciale d'Afrique. Il s'agit de la zone de libre-échange continentale. Les attentes sont grandes en matière d'échanges commerciaux. Parmi les secteurs visés, l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. Nous ferons le point dans ce journal. La situation économique de la Zambie à l'ordre du jour le 12 juillet prochain au conseil d'administration du Fonds monétaire international qui en 2022 a accordé un soutien de plus d'1 milliard de dollars à la Zambie, pays pris dans l'engrenage du surendettement. Mais tout d'abord, l'actualité au Soudan, où Malik Agar, vice-président du Conseil souverain, demande l'appui du gouvernement russe pour assurer la médiation dans la crise. Réponse de Moscou, oui, pour jouer ce rôle de conciliateur. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. La demande du Soudan est faite alors que des liens étroits existeraient entre le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des FSR, les forces de soutien rapide et le groupe de mercenaires russes Wagner. Depuis le début de la crise, ce sont les États-Unis et l'Arabie saoudite qui assurent la médiation afin de mettre fin à cette guerre qui oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée régulière aux forces du général Hemeti. Les combats ont fait au moins 2000 morts et plus de 2,5 millions de personnes déplacées. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba s'est récemment exprimé sur les émeutes meurtrières qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin 2023 suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Mais alors que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation sur la gestion de cette crise par les forces de l'ordre et que l'opposition sénégalaise s'indigne également, le chef du gouvernement continue de défendre sa gestion de cette crise à l'heure où le pouvoir en place est plus que jamais décrié. Philomène Tine. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Sénégal n'a pas connu de coup d'État et possède un modèle de démocratie souvent qualifié de modèle dans une Afrique de l'Ouest régulièrement soumise à plusieurs crises. Au courant du mois de juin 2023, cette perception a failli être écornée. Au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessés et plus de 500 arrêtés lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et le 3 juin à travers le pays. Cela faisait suite aux troubles ayant suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le gouvernement sénégalais a quant à lui réaffirmé sa volonté de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays. Le gouvernement, dont les actions sont guidées par la transparence, est ouvert pour apporter toute précision utile sur les événements dans le respect des règles de procédure. C'est pourquoi j'invite les acteurs de la société civile et les associations de droits de l'homme ainsi que la presse à se rapprocher de nos services compétents pour être en mesure d'apporter un traitement juste et équilibré de l'information basé sur des faits avérés. Dans le même contexte, l'exécutif sénégalais avait décidé de suspendre une chaîne privée qui couvrait les manifestations en direct, du refus d'autoriser plusieurs autres manifestations, de la restriction de l'accès aux services Internet mobile, entre autres, des mesures qui n'ont pas manqué de préoccuper les organismes de défense des droits de l'homme. L'impératif de transparence a, en effet, toujours guidé les actions du gouvernement et nous y veillons dans le respect des lois en vigueur. Aussi, voudrais-je rappeler que le gouvernement reste encore et toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Selon l'exécutif sénégalais, le gouvernement a la pleine mesure des enjeux et des stratégies de déstabilisation du pays qui sont à l'œuvre. Sur cette base, il entend assumer pleinement ses responsabilités.
La ZLECAf demeure au cœur de la stratégie de l'Union africaine visant à développer le commerce intra-africain, la zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants. Sa mise en œuvre complète pourrait générer une hausse des revenus pouvant aller jusqu'à 9% d'ici 2035, selon les dernières estimations. Cette dynamique pourrait permettre à des dizaines de millions de personnes de sortir de l'extrême pauvreté. Parmi les secteurs qui pourraient permettre de relever le défi figurent l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. Reportage signé Frater Ndaka Isienga. C'est l'un des accords les plus impactants, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Sa mise en œuvre va se focaliser sur 4 secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, l'automobile, les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique. Des secteurs qui, une fois développés, vont propulser l'économie du continent et la vie des Africains. Et pour bien comprendre, voici comment se présentent les chiffres. In the year 2019, we imported $16 billion En 2019, nous avons importé des produits pharmaceutiques d'une valeur de 16 milliards de dollars. Cela signifie que nous avons renoncé à 16 milliards de dollars d'emplois et d'innovation. Si nous disposons d'une stratégie de substitution des importations bien adaptée, nous pourrons alors stimuler le commerce intra-africain. De même, dans le domaine de l'agriculture, l'Afrique importe l'équivalent de 54 milliards de dollars de denrées alimentaires, ce qui fait de nous des importateurs nets de denrées alimentaires. Et pourtant, nous avons des produits agricoles et un potentiel énorme pour une industrie agroalimentaire robuste. En 2050, le PIB de l'Afrique devrait représenter 16 000 milliards de dollars américains par rapport à 3 400 milliards de dollars actuellement. Une personne sur 4 au monde sera africain. Des données très parlantes selon les experts. The population of Africa presents in and of itself an opportunity. La population de l'Afrique représente en soi une grosse opportunité pour les investisseurs et pour le secteur privé en Afrique. À ce moment-là, ce sera le marché le plus dynamique du monde. Nous devons donc nous y préparer dès aujourd'hui. So we have to prepare for tomorrow today. L'Union africaine a désigné 2023 comme l'année de la ZLECAf. En collaboration avec le secrétariat de la ZLECAf et les États participants, elle fait avancer des initiatives visant à accélérer la mise en œuvre de l'accord. Et selon les responsables, tout semble bien fonctionner et très vite, malgré les situations difficiles que vit le monde, et notamment le continent africain. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet prochain, réunion consacré au premier examen de son programme de facilité élargie de crédit en faveur de la Zambie. Ce programme validé en 2022 porte sur 1,3 milliard de dollars et entre dans le cadre d'un accord passé avec les créanciers pour restructurer la dette colossale qui a fait sombrer l'économie de ce pays d'Afrique australe. Marie-Raphaël Antolo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international se réunira le 12 juillet pour achever le premier examen de son programme de facilité de fonds étendus de 1,3 milliard de dollars pour la Zambie. Une fois ces fonds à disposition du pays, ils lui permettront de relancer son économie via des secteurs tels que l'énergie renouvelable ou encore l'agriculture. Vous savez, l'assurance est de procéder avec des programmes de soutien financier. Comme nous avons procédé l'année dernière, nous sommes allés de l'avant et avons soumis au Conseil les études menées. Maintenant, nous avons la première révision qui est en cours. Il y a d'ailleurs eu un engagement pour en venir à des solutions claires en ce qui concerne l'établissement des termes pour la restructuration dont la Zambie a besoin. D'après une indication du ministre zambien des Finances, Situmbuke Musokotoane, l'incertitude créée par le long processus de restructuration a exercé une pression sur la monnaie zambienne et a rendu difficile l'attraction d'investissements étrangers indispensables pour le pays. La Zambie a en effet pu structurer environ 12,8 milliards de dollars de dettes extérieures à l'issue des accords signés le 22 juin avec ses créanciers en marge du sommet pour un nouveau pacte financier à Paris. L'accord prévoit notamment d'importantes extensions d'échéance et une réduction des taux d'intérêt, a précisé le gouvernement zambien dans un communiqué. Ce qui s'est passé au cours des années antérieures est que la restructuration des dettes dans cette région est devenue très diverse. Et donc nous avions besoin d'un nouveau cadre pour évaluer les facteurs de comparaison entre les niveaux d'endettement des différents pays dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs qui, par le passé, n'offraient pas des options de traitement de dette.
Rappelons qu'en début avril 2023, le Fonds monétaire international avait déclaré que le versement de 188 millions de dollars d'un prêt de soutien de 1,3 milliard de dollars à la Zambie dépendait de la conclusion par le gouvernement d'un accord avec ses créanciers dont la Chine et la France. Le pays aura ainsi accès à environ 188 millions de dollars une fois l'examen terminé. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie angolaise dont la structure est en quête de diversification. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Alors pour soutenir les efforts visant à diversifier son économie, le gouvernement angolais reçoit l'appui de la Banque mondiale. Joël Ballot. En fin 2022, le taux de chômage en Angola est passé sous la barre des 30%, mais le chômage des jeunes est resté supérieur à 50% selon l'Institut national des statistiques. En soutien aux réformes lancées par le président João Lourenço, un accord de financement pour le projet de diversification économique accélérée et de création d'emplois d'un montant de 300 millions de dollars a été signé entre le gouvernement angolais et la Banque mondiale. Ce projet devrait bénéficier à 12 000 entreprises pour améliorer l'environnement des affaires. La Banque mondiale et le gouvernement angolais partagent le même avis concernant l'importance de la diversification économique, l'importance de trouver des modes de financement alternatifs des infrastructures, l'importance de la création d'emplois et par conséquent de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En Angola, le commerce représente environ 60% du PIB. En pariant sur le secteur privé, le gouvernement et la Banque mondiale souhaitent améliorer l'environnement réglementaire et institutionnel du commerce, l'entrée et les opérations des entreprises et des services financiers. Le projet permettra de l'investissement privé dans des secteurs non pétroliers contribuant à la création d'emplois directs et indirects. L'Angola pourra devenir une puissance agro-industrielle et développer d'autres secteurs comme les services technologiques qui peuvent générer des emplois dans les centres urbains. En 2022, l'économie angolaise a continué à se remettre de la crise provoquée par la pandémie, soutenue par le secteur agricole. Avec l'implication du secteur privé, la diversification de l'économie aux activités génératrices de revenus et d'emplois massifs pour la population, en particulier pour les jeunes, reste l'un des défis majeurs à relever. Difficile de vivre avec une pathologie chronique qui bien souvent rythme le quotidien. Au Bénin, certaines structures comme l'ONG Vie et Solidarité expérimentent ce que l'on appelle l'art-thérapie, une méthode qui utilise la création artistique à des fins psychothérapeutiques avec la thérapie par l'art à travers la peinture, la musique ou la danse. Certains trouvent un moyen de s'exprimer. Reportage, Leftiounou. David Adebayo et ses camarades sont des pensionnaires du centre d'art-thérapie de l'ONG Vie et Solidarité situé à Tokpota, à Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Après 2 ans d'accompagnement, 8 personnes en situation de handicap, notamment David, se sont stabilisées au sein de la cellule thérapeutique. Elles ont progressé et ont réussi à prouver leur talent à travers la cellule artistique instaurée par les professionnels bénévoles du centre d'art-thérapie. David et ses compagnons ont retrouvé l'estime d'eux-mêmes grâce à l'art. Ils ont révélé leur perception de la vie dans le cadre du vernissage dénommé Le Temps est venu à l'Institut français de Cotonou. D'abord, on se fait connaître ses œuvres, on se fait connaître ça, on présente des idées, en tout cas des choses quand même qu'on voit dans la nature. Je remercie le créateur du sens. Avec ses conseils, aujourd'hui, j'aide mes frères à s'en sortir. David et Honora impressionnent les formateurs et reçoivent des consignes. David a la charge de diriger le groupe qui expose les travaux en atelier et Honora enseigne les cours d'alphabétisation. Ces pensionnaires bénéficient de formations en peinture, dessin, danse, musique, ateliers de perles et de textiles. Pour les personnes en âge de s'intégrer professionnellement dans la société, le centre les accompagne grâce à l'accord familial.
Actuellement, ils sont une vingtaine et les résultats sont probants. Les changements sont là, l'amélioration est là et les familles voient. Ces personnes que l'on appelle différentes, tout simplement parce qu'elles sont hors normes en fait, on peut se poser la question si ce n'est pas plutôt les normes qui nous étouffent dans la société et que ce sont eux qui sont dans le juste. Le centre d'art-thérapie de l'ONG Vie et Solidarité, fondé en 2017 par l'artiste photographe Louis Okeagbo, a été labellisé par le ministère de la Santé. Selon les responsables du centre, en janvier 2023, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati a approuvé les bienfaits de l'art-thérapie. Une dizaine de tableaux de ces artistes ont été sélectionnés pour la Biennale de Lyon, où 120 artistes vont exposer sur 36 sites. Après la Biennale de Lyon, ces œuvres partiront à Shanghai, Madagascar et Dakar. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.